Et c'est le moment de continuer la série des jeux de 2022 avec un autre top. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo des tops de 2022. Alors oui, vous allez voir apparaître au courant des prochaines semaines quelques vidéos qui vont parler des jeux de 2022. Et la raison pour laquelle j'ai fait autant de vidéos différentes, c'est que je voulais couvrir un maximum de jeux différents. Alors comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, je me suis basé sur certaines choses. Je me suis basé sur l'année de sortie sur Board Game Geek, donc sur BGG. Je me suis basé également sur les jeux que j'ai joués, donc j'ai fait le tour un peu des différents jeux que j'ai joués et je me suis rendu compte que j'avais tellement de jeux à vous parler que j'étais mieux de le segmenter en plusieurs tops différents pour couvrir plus de jeux. Donc, la vidéo d'aujourd'hui va traiter de mon top 6 de mes extensions et rééditions favorites de 2022. Et là, pourquoi utiliser les deux? Eh bien, c'est parce que j'ai regardé la liste puis je me disais que il y a des jeux que, ok, oui, les extensions, je garde pas de note de toutes les extensions que je joue et je dirais que souvent, ça va être des extensions des fois qui vont plus me marquer que d'autres. Même chose avec les rééditions. Donc, il y a des jeux qui existaient déjà, qui ont eu une deuxième édition. Des fois, c'est une espèce de version 1.5, une version dérivée. Donc, j'ai choisi, il a fallu que je tranche à quelques endroits, de dire, bon, écoute, ça, c'est vraiment un jeu que je vais rentrer dans cette catégorie-ci. Ça se pourrait que vous le voyez arriver dans une autre catégorie, mais j'essaie de couvrir le plus de jeux possible. Donc, je vais commencer immédiatement avec les grands absents de cette liste, parce que ce sont des jeux que je n'ai pas joués. Donc, le premier est le jeu Sky Mines, qui est une réédition au goût politically correct du jeu Mombasa, fait par le designer Alexander Pfister. Je n'ai pas joué à Mombasa non plus. Je n'ai pas essayé Sky Mines, qui se trouve être une nouvelle version, mais essentiellement, c'est la reprise du même jeu avec un nouveau thème qui passe un peu mieux. Je n'ai pas joué non plus à la nouvelle édition de Libertalia. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui adore ce jeu-là, mais c'est un jeu, une expérience de groupe avec plusieurs personnes qui est souvent favorable. Moi, j'ai moins l'occasion de jouer à des grands groupes, c'est pour ça que je me suis pas lancé pour l'essayer rapidement. Ceci dit, je dirais pas non à une partie. Je n'ai pas eu l'occasion d'essayer Great Western Trail Argentina non plus, la nouvelle édition, le nouveau standalone dans la série des Great Western Trail. Et je n'ai pas non plus essayé le jeu Frosthaven qui commence à arriver pour les backers. Donc c'est un jeu qui est classé 2022. Donc je n'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Et là, ce serait pas un top à Sylvain si je me permettrais pas quelques petites mentions spéciales de jeux que j'ai joués mais qui font pas la liste. Parmi ceux-là, je vais parler de Great Western Trail, la deuxième édition, parce que je n'ai pas joué encore à la nouvelle édition. J'ai joué à la première, j'ai pas eu l'occasion de jouer encore à la deuxième. Probablement qu'elle serait peut-être là. Je devrais y jouer bientôt. Donc, c'est pas vraiment un jeu que j'ai pas joué du tout. C'est plus... En tout cas, hein? Vous me suivez? Même chose avec Bullet Star. Alors, il y a eu Bullet Heart qui est sorti. Bullet Star, même chose. Ça reprend vraiment le même concept. Ça rajoute du stock. J'ai pas joué uniquement avec les trucs de Star. J'ai mélangé un petit peu. Donc, c'est certain qu'il fera pas le tour de la liste. Et maintenant, mon vrai numéro 7 aurait probablement été la nouvelle version de Airland and Seas qui s'appelle Spies, Lies and Supplies. Je sais que Bestiole en guerre, qui est la version un peu plus cartoonish du jeu Critters at War, va également avoir cette version-là. Et là, c'est une version qu'on peut jouer en standalone. Donc, ça contient justement la boîte en tant que telle, on peut jouer. Mais on peut également mélanger les deux. Et j'ai eu l'occasion de le faire. C'est absolument génial. Si vous connaissez pas Airland and Sea ou Bestiole en guerre, c'est vraiment, vraiment un jeu à deux joueurs exceptionnel. Donc, c'est vraiment un jeu à regarder. Mais là, je vais maintenant m'attaquer au top 6 de mes extensions et rééditions favorites de 2022. Numéro 6. Je commence déjà avec un peu de controverse à l'intérieur de moi-même, mais je vais sortir la nouvelle version de Clank, Clank Catacombs. Donc oui, je le sais, c'est pas une extension, c'est pas une réédition, c'est un jeu adjacent, un jeu dans la même lignée. Mais je cherchais où placer Clank et j'ai trouvé que c'était vraiment le meilleur endroit. Alors, je sais pas pour vous, je sais que Clank est très populaire. Moi, j'ai jamais été un gros fan de Clank. J'aime le jeu, mais c'est pas
un jeu qui a résonné aussi fort que chez la plupart des autres personnes avec qui j'ai parlé. Ceci dit, je suis toujours partant pour essayer un jeu, et lorsque j'ai vu Clank arriver Catacombs, c'est une version de Clank, mais avec des tuiles, donc au lieu d'avoir un plateau préétabli, et là, la version de base de Clank avait souvent le syndrome du hit and run, du fait qu'on pouvait se dépêcher, aller chercher un artefact et sortir rapidement de manière à essayer de faire de la pression sur les autres. C'était pas une stratégie nécessairement gagnante, mais quand quelqu'un faisait ça, je trouvais ça plate un peu. La version In Space, qui d'ailleurs était remplie de petits puns super intéressants, les cartes étaient vraiment super, mitigeait ce problème-là du fait qu'il fallait vraiment aller un peu plus loin pour aller chercher placer des cubes, mais au final, j'avais fini par m'en débarrasser. Je n'ai pas joué à la version Legacy, mais lorsque j'ai vu Catacombs arriver avec un placement de tuiles, je trouvais que l'idée était vraiment super bonne. Donc, c'est Clank, mais à la place d'avoir un plateau fixe, on retourne des tuiles, on va se faire son propre petit chemin. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a des petites choses qui vont jouer avec les tuiles. Des fois, ils vont demander de faire des rotations de tuiles. On va également avoir des lockpicks qui vont servir à débarrer des endroits pour pouvoir accéder à différentes zones du plateau. Mais lorsqu'on a placé un lockpick, l'autre joueur va également y avoir accès. On peut également avoir accès à des prisonniers qu'on va pouvoir sauver qui vont nous donner des bonus. Donc j'ai vraiment trouvé que le jeu était super bon. Je pense que c'est ma version préférée de Clank jusqu'à maintenant. J'ai vraiment apprécié. Ceci dit, j'ai pas joué énormément encore. Le jeu est encore relativement frais, mais je voulais quand même vous en parler. Je me suis dit que cette liste-là, c'était probablement la meilleure place pour pouvoir le placer. Clank Catacombs. Numéro 5. En cinquième place, c'est une extension, celle de Rift Force Beyond. En fait, Rift Force est un jeu à 2 joueurs qui est sympathique, mais Beyond amène vraiment le jeu à une autre place, principalement parce que le jeu et l'extension entrent dans la boîte de l'extension. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Rift Force est un jeu à 2 joueurs où on va contrôler 4 types de cartes, donc 4 pouvoirs, et on va devoir les jouer. Le jeu donne un feeling de Shoten Totten ou de Battle Line, donc c'est vraiment un jeu de duel, et le fait qu'on avait des classes limitées, donc des sortes de cartes limitées dans la version de base, faisait en sorte que le jeu était le fun, mais il manquait un petit quelque chose. Avec l'extension Beyond, on rajoute un paquet de nouvelles classes, donc là, on a un draft initial à faire pour déterminer quels vont être les 4 pouvoirs, et ça va être de trouver 4 pouvoirs qui vont s'agencer le mieux possible. Donc mes premières parties, je les joue toujours un peu aléatoires, mais immédiatement après la première partie, je trouve que le draft vient tellement rajouter de profondeur, et le fait qu'on a du choix, il y a des pouvoirs différents, des fois des pouvoirs qui vont nous aider, des pouvoirs, on va prendre une carte qui va nous blesser nos propres cartes, mais qu'on va pouvoir se guérir avec une autre, on fabrique nos petits combos, et c'est vraiment cet aspect-là du jeu. Et Rift Force est un jeu qu'on n'entend pas beaucoup parler. C'est un jeu qui, pour ma part, m'avait déçu à ma première partie, mais à chaque fois que j'y rejoue, je me rends compte que le jeu est tellement le fun. 20 minutes, un duel de 20 minutes, des décisions super intéressantes, un jeu qui est étonnamment simple, mais sérieusement, l'extension Beyond méritait une belle mention parce que ça l'a vraiment envoyé le jeu de là jusqu'à là, et ça fait en sorte que c'est un de mes jeux favoris à 2 joueurs. Numéro 4. En 4e place, on retrouve un trio de petites extensions. C'est les extensions de Unmatched Marvel. Ah oui, ce serait pas un top si je parlerais pas de jeu de Marvel. Et c'est probablement pas le dernier que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, Unmatched est un système de jeu que j'adore. Un jeu à 2 joueurs où chaque joueur va contrôler un personnage et ses acolytes et va tenter de vaincre l'autre. Le tout est fait avec un système de cartes tellement bien pensé qu'on va servir pour attaquer. Donc, il n'y a pas de jet de dés, là. C'est vraiment les cartes qui vont déterminer. On va se déplacer sur un plateau et le système de plateau est tellement bien pensé par rapport aux zones, par rapport aux lignes de vue. Tout est clair, tout est bien fait et le jeu est tellement amusant. Donc, lorsqu'ils ont apporté une version Marvel, j'étais un peu est-ce que ça va bien se mélanger? Parce que on peut tout mélanger, on peut jouer aussi en circuit fermé, là, juste jouer des personnages Marvel si on veut. Mais je trouve que ce qui fait la beauté dans le match, c'est d'avoir Dracula qui va affronter des Raptors, qui va affronter Daredevil. Et là, lorsque j'ai vu le choix de héros également, je me suis posé la question, est-ce qu'ils ont fait un bon choix? Parce que les héros d'un match sont des héros, ce qu'on appelle street level. Donc c'est vraiment, on a Daredevil, on a Luke Cage, on a Moon Knight qui a été un peu plus connu du public à cause de la série qu'il y a eu sur Disney+. On a également Ghost Rider, et là, il y a un paquet de Daredevil aussi. Il y a un paquet de personnages, mais pas des, on n'a pas droit à Hulk, Iron Man, Captain America, et je trouve ça super, le fait qu'il soit sorti des sentiers battus. Je sais qu'il y a une autre version qui devrait arriver bientôt avec Squirrel Girl aussi, avec d'autres personnages. Donc, je trouve vraiment l'idée est intéressante d'avoir des héros qui sont un peu différents. Donc, des héros qui sont pas nécessairement tous hyper connus ou qui sont hyper puissants. Donc, ça se mélange bien dans le système de jeu. Ceci dit, Unmatched reste un jeu vraiment génial. Et si vous voulez voir sur la chaîne, JP et moi, on a fait un duel qui a pas été très long. Numéro 3.
En troisième place, on retrouve un jeu du designer Alexander Pfister et c'est probablement mon jeu favori de cet auteur. Non, c'est un petit jeu. Ce n'est pas un gros, c'est le jeu Port-Royal. Alors, Port-Royal nous a offert sa Big Box. Alors, j'étais déjà propriétaire de Port-Royal avec quelques extensions. Une extension qui rajoutait différents modules, une extension qui rajoutait un petit mode campagne. Et lorsqu'ils ont décidé de faire Port-Royal dans une belle boîte, de manière à avoir tout ça à la même place, j'ai vraiment trouvé ça super. Alors, c'est un jeu qui gagne à être connu. C'est un jeu de pousse ta chance, mais du push your luck tellement bien pensé, du fait que on va devoir essayer de se fabriquer un petit moteur en achetant différentes cartes, en ayant des rabais, en ayant des bonus. Et on a également un peu plus de stratégie parce que lorsqu'on va arrêter, on va pouvoir choisir des cartes, mais les autres joueurs vont pouvoir acheter des cartes autour. Donc des fois, on va volontairement buster. Donc pour le concept de base du jeu, c'est qu'on tourne des cartes et on peut arrêter à n'importe quel moment. Et à ce moment-là, on va pouvoir récolter les pièces. Les pièces d'or qu'on va avoir, et les autres joueurs vont également pouvoir avoir accès à pouvoir acheter des cartes qui vont être sur le plateau. Mais si on décide de pousser notre chance et de volontairement bosser, donc d'avoir deux bateaux de la même couleur, à ce moment-là, on élimine toutes les cartes, les autres joueurs n'y auront pas accès. Donc, ça amène vraiment plein de petites choses. Un jeu qui gagne tellement à être connu. Port-Royal est vraiment un jeu que les gens devraient connaître un peu plus. C'est un jeu que j'aime faire découvrir au monde parce que le petit aspect de push your luck avec la petite dose d'Alexander Pfister, le petit côté intéressant que cet auteur-là réussit à mettre dans chacun de ses jeux, Port-Royal était vraiment un incontournable et la Big Box l'est encore plus. Numéro 2. En deuxième place, on retrouve un autre jeu à la sauce Marvel, c'est Marvel Dice Throne. Dice Throne, Common Match, est déjà un système de jeu que j'aime. Et là, on échange la gestion de cartes qu'on va faire par une gestion de dés avec des cartes qui vont nous donner des pouvoirs. Donc, on va brasser des dés fidèles au bon vieux Yahtzee, on brasse des dés, on a deux reroules et on va appliquer des résultats. Et là, chaque personnage va avoir des pouvoirs différents, mais ce qui fait en sorte que Marvel est vraiment, vraiment super parce que le concept, on peut l'utiliser, on peut mélanger encore une fois. On peut prendre Scarlet Witch contre le Barbare, on peut prendre l'Artificier contre Miles Morales, Spider-Man, mais ce que j'ai aimé, c'est que les personnages de Marvel Dice Throne ne sont pas des copies d'un autre personnage qui existait déjà. Donc, c'est pas un reskin, c'est vraiment... Ils ont vraiment pris le personnage et les personnages ont tous un petit quelque chose qui font en sorte que on a un petit goût de revenez-y. Thor a un marteau qui lance constamment et qui ramène. Et là, ça va faire tant des points de dégâts. Et le personnage tourne autour de ça. Miles a des combos super rapides qui s'enchaînent. Scarlet Witch a des pouvoirs super puissants, mais pas trop fiables tout le temps. Donc, ça fait en sorte que Dice Throne était encore une fois un autre jeu que j'adore. Et d'avoir justement les personnages de Marvel, de pouvoir jouer également. Le choix des personnages a été vraiment super. Ils ont mis aussi Black Panther, il y a Loki, il y a Doctor Strange, il y a Black Widow. J'ai vraiment trouvé ça le fun qui amène des personnages un peu différents, un peu comme un match. Ils n'ont pas choisi les personnages les plus évidents. Et ce que je trouve le fun, c'est qu'avec le nombre de films qu'il y a dans l'univers de Marvel, dans la MCU, ils peuvent se permettre d'aller chercher des personnages un peu moins high profile, un peu plus méconnus. Et pour ma part, je trouve ça vraiment super parce que ça donne beaucoup de choix. Donc, Marvel Dice Throne est mon numéro 2. Numéro 1. En première place, il s'agit d'une extension qui agit aussi comme standalone, donc comme jeu à part entière. C'est l'extension Wingspan Asie. Alors, Wingspan Asie peut être joué en tant que jeu à 2 joueurs. Et là, je m'explique, on peut acheter l'extension, ouvrir la boîte, il va avoir tout le matériel qu'on a besoin. Donc, c'est certain qu'il n'y a pas la grosse mangeoire à oiseaux, il n'y a pas les petits trays en plastique, mais on a tout ce qu'on doit avoir pour pouvoir jouer à 2 joueurs. Et si on le désire, ce que j'ai fait, on peut prendre également ça et mélanger ça dans la grosse boîte que j'ai fini par acheter quand même de Wingspan. Mais l'extension Asie rajoute surtout un mode duet qui appelle, un mode à 2 joueurs que je trouve absolument génial. Donc pour ma part, je joue principalement souvent à 2 joueurs. C'est mon nombre de joueurs, si on veut, le plus souvent utilisé. Et le fait de rajouter ce mode-là, et le mode duet, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rajouter un petit plateau de jeu à part. Et ça va faire en sorte que chaque fois qu'on va placer un oiseau, on va pouvoir retirer un petit marqueur et le placer sur un plateau. Et là, selon les caractéristiques de notre oiseau, on va pouvoir le placer. Donc, premièrement, l'emplacement. Ensuite de ça, si jamais on réussit à avoir une certaine caractéristique, exemple, un type d'œuf, un type d'habitat, un type de nourriture ou encore un wingspan différent. Et là, on va tout pouvoir placer ça et on va avoir un petit côté de area control. Ça va venir chercher une espèce de gestion de zone qu'on va faire, d'avoir des bonus, d'avoir des pouvoirs comme ça. J'ai vraiment trouvé que le mode à 2 joueurs est vraiment super. Le jeu vient aussi un mode avec
6-7 joueurs, je pense pas que c'est vraiment quelque chose que je vais jouer, mais c'est le fun qui est pensé à ça, du fait qu'on peut jouer à 7 et c'est comme s'il y a une espèce de 2 parties simultanées qui se font et ça va garder relativement la même durée. Donc on n'aura pas une partie de 6 heures non plus de Wingspan. Et c'est ce que j'aime de ce jeu-là. C'est un jeu qui est le fun à sortir, qui est accessible, qui est très beau. On se le cachera pas, le jeu émane un bel aura, je dirais. Je trouve ça toujours le fun et pour ma part, étant donné que je joue principalement à 2, le mode duet est vraiment, vraiment génial. Mais surtout le fait que l'extension, et ça, beaucoup de plus de compagnies devraient penser à ça, le fait que l'extension seule peut être jouée. Fait que si quelqu'un dit « Hey, Wingspan, j'en entends parler, j'ai pas le goût d'acheter la boîte qui coûte assez cher, quoi que ce soit », ben la personne peut juste aller acheter l'extension, avoir un goût de c'est quoi Wingspan, et après ça, si jamais elle le désire, d'aller acheter le gros jeu et les extensions. Parce que on se le cache pas, pour moi, Wingspan est vraiment plus de matériel, ça va rentrer dans ma grosse boîte, ça va vraiment faire en sorte que le jeu va être rejoué, et ça reste un de mes jeux favoris de tous les temps. Donc c'est la raison pour laquelle Wingspan Asie se retrouve numéro 1. Et voilà, ça fait le tour de ma vidéo de mon top 6 de mes extensions et rééditions. Maintenant, je veux savoir, vous, quels sont vos choix? Est-ce que vous êtes d'accord avec les miens? Est-ce que vous êtes en désaccord? Je vous invite à l'écrire dans les commentaires. C'est toujours mon but, c'est de pouvoir vous parler d'une tonne de jeux. J'ai probablement oublié beaucoup d'extensions parce que, contrairement aux jeux de base, j'ai tendance à ne pas noter les extensions que j'achète. Donc, je regardais ma collection, j'essayais de me donner une idée, voir qu'est-ce qui était sorti et qui avait vraiment été game changer pour un jeu parce qu'il y a beaucoup d'extensions qui sont super bonnes, qui sont simplement rajoutées, mais je voulais vraiment des extensions qui font en sorte que le jeu se démarque. Mais toujours comme que j'aime ça quand vous marquez vos choix dans les descriptions. J'en ai probablement oublié beaucoup et je veux savoir quels ont été vos coups de cœur pour l'année 2022. Donc, soyez sans crainte, il reste encore plusieurs vidéos à sortir de 2022, principalement les jeux qui m'ont surpris, mes déceptions aussi, et je vais terminer probablement avec un top 20 ou quelque chose comme ça de mes jeux favoris de 2022, en tenant compte que je vais en avoir éparpillé un petit peu à gauche et à droite dans tous mes top 6. Donc, c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine!